take-off. Press 7. 80 knots check. La France prend le temps au bonsoir de Tango 3 et 00 de gauche et attendez. Et bien bonsoir de 31 dans Air France en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight door A401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ah oui, c'est là. Salutations, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Et voilà. Regarde. Ben voilà, c'est Eric qui vient de prendre ses 10 mois d'abonnement. Donc il vient d'activer la manche à air. Bravo Eric. Et merci pour ton soutien. Est-ce que vous nous entendez bien les amis? Parfaitement. Ok, et ben c'est déjà cool. Parfait, Nico a chaud. C'est ce que nous dit Free Flight. Ah bon, pourquoi? Bah je sais pas, demande-lui. C'est lui qui dit ça. Bienvenue Natabouille, bienvenue Fabien, MMG7F qui est connecté. Bon bah écoutez, désolé pour le petit retard. Salut Julot qui est là aussi. Faut que j'allume mon micro aussi moi. Ah bah oui, si t'allumes pas ton micro, ça va les gars. Ça va bien marcher. Bon, je recommence depuis le début. Hein. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la zone aéro, encore une fois. C'est bon? Oui, ça marche. Ok. Ouais, voilà, donc on a eu des petits soucis de pilote graphique au moment où on appuyait sur le bouton, voilà, comme d'habitude, mais là c'est bon, ça y est, c'est réglé. Voilà, et c'est comme ça qu'on a eu du son. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il dit Nico à chaud, j'ai activé le ventile pour rafraîchir. C'est ça. Ah oui, ah bah vas-y, voilà. Encore, vas-y. Prends un deuxième. Vas-y Eric. Vas-y. Eric. Un petit peu là sur la nuque. Là. Bon, blague à part, soyez les bienvenus dans la zone aéro de ce mercredi 12 juillet, ravi de vous revoir. Merci aux derniers followers qui nous ont rejoints. Il y a eu la TwitchCon, donc l'événement de Twitch qui se déroule à Paris ce week-end. Il y a eu pas mal de représentants de streamers qui étaient sur place. On a parlé de la zone aéro là-bas. Et bah, merci à toutes celles et à ceux qui ont fait de la pub, parce que nous on a eu des followers qui sont arrivés depuis. Ouais. Donc c'est cool. On pense par exemple à Furious Meru. Est-ce que ça a un rapport avec la plongée? On ne sait pas. Kazanki, Noward64, Prodsky, Arthur TV, toutes les chaînes qui nous ont fait également des dédicaces. On pense à The Flying Frogs, à Cabri DIY ou encore Saver et Inforea évidemment. Et Finger Gold qui est là et Jurden aussi qui vient d'arriver. Coucou à vous. Bah écoutez, soyez toutes et tous les bienvenus et ça marche et ça c'est cool. Parce que la semaine dernière c'était compliqué. Allez, bon, on va fêter ça. On fête ça. Je vous informe en tout état de fait que depuis cette nuit, vous avez en accès sur la chaîne YouTube le replay de notre ami Antoine Beckenboun-André et son podcast Parlons Aviation il y a 15 jours. Ouais. On l'a reçu. C'était intéressant. Donc si vous avez raté l'émission, allez vous inscrire sur YouTube, activez les notifications également et vous avez les replays de la zone aéro tous les 15 jours. Les réseaux sociaux évidemment, on est sur tous, Instagram, Facebook, Discord évidemment avec les échanges avec vous et Fred qui vient d'arriver. Salut Fred. Sur Twitter également où on annonce les programmes. Et puis la nouvelle rubrique de présentation. Bah tiens, on va s'adresser à Fred qui vient d'arriver. Fred, il faut que tu ailles te présenter sur le Discord. Rejoins le serveur Discord de la zone aéro si tu l'as pas déjà fait et viens faire ta présentation sur la rubrique présentation. Voilà. Tu l'as pas fait toi non plus? Ah, il l'a pas fait. Je l'ai pas fait. Non, il faut le faire. Il va le faire, Nico. Je dis ça, mais je l'ai pas fait non plus. Bon, je vais faire maintenant. Ah bah ouais, non, voilà. Et puis donc désolé encore pour la semaine dernière avec ces soucis de serveur. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais sachez que on s'est arrangé avec Cédric et on reparlera justement du sujet des réacteurs qui était intéressant. On en reparlera avec lui lors d'une prochaine émission. Il viendra où on refera à nouveau un sujet là-dessus sur les réacteurs. Et sachez que ce réacteur-là, il sera à gagner à la rentrée au mois de septembre. On va faire un jeu concours et vous pourrez repartir avec cette maquette de réacteur. C'est beau, hein? Ah, c'est pas vrai? Pas encore. Moi, je peux mettre ma tête là, alors. Bon, allez, on tarde pas trop, puisque notre invité est là, notre invité de ce soir. On attaque tout de suite. Allez. Dépôt du plan de vol. Dépôt du plan de vol. Comme d'hab. Allez, c'est parti. Allez, dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir et on va faire comme d'habitude apparaître le G1000 qui apparaît ici.
Actualité du terminal, comme d'habitude, on en a 4 ce soir à vous partager. Ensuite, la séquence au sol et en vol, et on vous l'a dit depuis quelques semaines. Vous aurez la chance de poser vos questions ce soir à un directeur d'aérodrome. Oula, monsieur le directeur. Voilà, monsieur le directeur, il est là-bas derrière. Et on sent le stress un petit peu Non, pas du tout. Thibaut qui est avec nous et qui nous fera le plaisir. C'est intéressant parce que c'est un autre aspect de l'aéronautique. Exactement. Et que les gens n'y pensent pas en fait. Il faut gérer tout ça. Il faut gérer, c'est ce qu'on disait, il y a des choses au sol, des choses en vol. On en parlera avec Thibaut tout à l'heure, mais qui c'est qui tord la pelouse? Ah bah tiens, c'est une bonne question. Est-ce que vous tondez la pelouse si vous êtes... non? Bon, d'accord. Et salut Hélène. Il nous dira des choses très intéressantes là, parce qu'on a parlé aussi de... Vous avez des questions? Charles de Gaulle, donc... Ouais, vous avez des questions, notez-les et posez-les sur le chat, et comme d'habitude, on les fait apparaître. Et voilà. Et on y répond. Allez. Ouais. Voilà, donc fin d'émission comme d'habitude. La séquence foire aux questions, remise de gage, les 5 dernières minutes à votre disposition pour revenir sur un sujet de l'émission ou autour de l'émission. N'hésitez pas, le chat est fait pour vous. Et voilà. Ok, bah écoutez, si c'est tout bon, on lance l'actu. Allez, c'est parti. Alors, allez, c'est parti pour l'actu du terminal. Hop, il n'a pas à basculer. Hop, antenne. Attendez, bougez pas. Tac, voilà. Et on va nous incruster en mini ici. Voilà, avec cette cam là, et comme ça on se voit bien. Allez, c'est parti. Quelques actus du terminal. Vous avez vu le beau tableau de bord là, hein? Et bien en fait, Thales est en train de lorgner sur une nouvelle société qui s'appelle Cobham Aerospace Communication. Ils sont en négociation exclusive en vue de faire l'acquisition afin de renforcer son portefeuille avionique. Donc la transaction elle est évaluée à un montant assez élevé. Ah oui, on est au-delà du budget de la zone. On est à 1,1 milliard de dollars, soit 995 millions d'euros. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup plus que le budget de la zone. Pas beaucoup plus. Bah si seulement. Qui pourrait être conclu au premier semestre 2024, une fois que, comme d'habitude, les consultations, les approbations réglementaires seront finalisées. Le temps de discutailler, quoi. C'est ça. Voilà. Si l'opération est menée à son terme, il s'agira de la plus importante acquisition de Thales depuis 4 ans, depuis le rachat de Gemalto en 2019. Alors, on se rappelle évidemment que Thales sont présents sur les marchés de l'aéronautique, que ce soit au niveau civil, au niveau militaire. Cobham Aerospace Communication est spécialisé dans des équipements de communication, notamment tout ce qui est SATCOM en bande L, les solutions numériques de gestion audio et radio. C'est un peu leur cœur de marché. Les Wi-Fi, peut-être plus tard. Après, peut-être. Oui, parce que connectivité, communication, navigation, les solutions IHM, donc interface homme-machine. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les fameuses les EFIS, des écrans. Cobham Aerospace emploie aujourd'hui environ 690 salariés, dont 190 ingénieurs. Et la société prévoit réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions de dollars, donc 180 millions d'euros pour cette année. Le groupe français précise que cette acquisition lui permettra d'être idéalement positionné, je cite, pour saisir des opportunités générées par l'évolution du marché vers le cockpit connecté. D'accord, donc ça veut dire ça serait cockpit connecté, c'est-à-dire que tu as ton iPhone. Oui, bonjour l'avion, est-ce qu'on peut piquer, changer d'attitude un peu là, maintenant? Peut-être pas à ce point-là, mais cockpit connecté, ça me fait penser aussi un peu ce qui se passe dans l'armée, avec les liaisons entre les avions, avec peut-être plus de la connexion comme ça. On a l'image de votre webcam en arrière-plan, oui, c'est normal. C'est tout à fait normal, mon cher Fabien. Gemalto, fabricant de cartes à puce au départ. Voilà. Vous voyez la main de Nico en haut. Voilà pour la première actu du jour et on continue avec des résultats puisqu'on va parler des derniers championnats de France de voltige aérienne et vous reconnaissez un certain nombre de personnes, notamment le podium. Oui, puisque celui qui tient le trophée c'est Louis Vanel, on l'a eu en interview aussi, dans la zone pour parler de Blue Jag. Blue Jag, ouais, donc c'est les simulateurs. On a Florent Audon et Popov. Alexandre Orlovski qui était venu aussi dans la zone aéro. Donc vous êtes là et ils ont déjà tous passé ici. Nico 1900X, j'aurais besoin de lire vos sous-titrés pour vos vocaux. Normalement il suffit de l'activer.
La fonctionnalité, elle est installée. Je crois qu'il suffit de l'activer dans le stream. Donc à vérifier si ça fonctionne. Si un des modérateurs peut essayer éventuellement, normalement c'est activé. Et ça se fait tout seul. Donc, alors ces résultats de ce championnat de France de voltige qui s'est déroulé du 2 au 7 juillet 2023 sur l'aérodrome de Niort, c'est joué entre les 3 champions du monde que vous connaissez et qu'on vient de citer. Hein. Le titre revient à Louis Vanel devant Florent Audon et Alexandre Orlovski. Le championnat de France élite a réuni 13 pilotes. Il s'est joué entre les 3 pilotes qui ont chacun leur tour remporté les 3 manches. La seule féminine, c'est Fanny Vialard qui se classe 13e. En National 1, il y a 11 pilotes engagés. Le titre de champion de France revient à Paul Chénaud devant Jérémy Renard et Maxime Hort. Donc les 2 seules concurrentes sont Margot Tard et Charlotte Marin. Charlotte qui est à côté de Montpellier et Margot je crois dans le nord là-bas vers chez toi, je ne sais pas où exactement, mais là-haut vers Mulhouse il me semble. Se classent respectivement 4e et 8e. Et en excellence, 6 pilotes engagés. Vladimir Gras est sacré champion de France 2023 devant Tommy Douillard et Alexandra Marcille, collègue instructrice également. Pour les voltigeurs français, les prochains rendez-vous internationaux sont prévus du 9 au 16 septembre 2023 à, alors excusez l'accent, Pavulo nel Frigano, c'est en Italie, pour le 23e championnat d'Europe Unlimited et du 24 octobre au 4 novembre 2023 à Las Vegas. Las Vegas. Ouais, pas de problème de prononciation là. Pour le 15e championnat du monde. L'année là, novembre 2023. Ouais, c'est ça. Voilà, je la vois pas. Bon, ok, on regardera ça après, mais normalement c'est activé. Je l'avais fait moi-même. Voilà pour les résultats des championnats. On reste dans le domaine de la voltige avec cette nouvelle édition de l'Extra, le nouveau qui est sorti. C'est plus le 360, c'est le 330. Tout le monde l'attend comme un nouvel iPhone, celui-là. Ouais, c'est un peu ça. Chez les voltigeurs. Le 330 SX. Donc le 330 SX apparaît comme une optimisation du 330 SC qui règne sans partage sur la voltige mondiale depuis 14 ans. Rappelons les 8 titres de champion du monde sur Extra, les 21 podiums internationaux et l'omniprésence du SC donc en compétition, puisqu'il représente à lui seul 86% du parc lors des derniers mondiaux. Et le constructeur allemand affirme qu'il a travaillé sur ce modèle-ci, le 330 SX, notamment sur les ailerons, mais aussi sur le confort du pilote pour avoir quelque chose d'un peu plus large, un peu plus spacieux et que ce soit plus confortable. Et l'Extra 300 SX apparaît aussi un peu plus court, un peu plus racé, un peu plus trapu. Le capot a été redessiné pour une meilleure aérodynamique et une optimisation de l'aération durant toutes les phases de vol. Voilà. Donc à suivre. Étude pour arriver à ça. Ouais, évidemment, carbone, puissance, etc. Fidèle à tout ce qui est extra. Donc à suivre ça pendant les championnats. Est-ce qu'un avion comme ça peut voler un peu comme on voit les avions de voltige radiocommandés, tu vois, tenir comme ça? À mon avis, il faudra encore travailler la motorisation, le rapport poids-puissance. Mais qui sait, un jour. Peut-être. À voir. Et on termine avec la petite séquence historique. 12 juillet 1910. 1910, Charles Rolls. De Rolls-Royce. Ouais. Le nom doit vous être familier, puisqu'en ce 12 juillet 1910, un terrible accident d'aéroplane, c'est comme ça qu'on l'appelait, va coûter la vie au pilote de nationalité britannique Charles Rolls, qui est âgé de 32 ans. Mais dis donc, il n'était pas vieux. Donc comme tu le dis, il est passé à la postérité grâce à la marque de voiture Rolls-Royce. Il a la double casquette, puisque c'est un pionnier de l'automobile, mais aussi de l'aviation, et c'est cette dernière discipline qui va lui être fatale, puisque dans le cadre de sa participation au meeting d'aviation de Bournemouth, que l'infortuné pilote, né à Londres, s'écrase. Malheureusement, alors que l'aristocrate britannique tentait de s'illustrer dans un concours d'atterrissage. Oui, alors il a plus que perdu puisqu'il a perdu le contrôle de son avion. Et c'est vrai que c'était fréquent à l'époque quand même, le début de l'aviation. Et oui, et il avait lui-même assuré la conception de l'arrière de son appareil, et la queue stabilisatrice, en fait, qui émanait du constructeur américain Wright, va en plein vol se briser. Donc il va perdre le contrôle de son appareil et du coup il va s'écraser. Voilà.
Voilà donc que c'était le 12 juillet 1910. Ouais, 32 ans, c'est jeune, il aurait pu faire des belles choses après, je suis sûr, ce monsieur. Bah oui, et en plus la marque a Alors, perduré c'est- toujours encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est tout pour la rubrique de l'actu de ce soir. Ah bah très bien. Bah écoutez les copains, je vous propose tout de suite de lancer la prochaine séquence donc, et de retrouver notre invité Thibaut qui est avec nous. La séquence c'est au sol et en vol parce que on va parler de vol, on va parler de sol, on va parler du métier de gestionnaire d'aérodrome. Donc à vos questions dans le chat et on lance tout de suite la séquence. C'est parti. Et c'est parti, séquence au sol et en vol. Et on retrouve Thibaut qui est avec nous. Bonsoir. Merci Thibaut. Bonsoir, Thibaut. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, génial, Bon. je suis ravi d'être avec vous. Eh ben, Je vais faire un nous effort, devons- je vais te tutoyer, hein, comme on a prévu de le faire. Des fois, je n'y arrive pas, des fois, j'y arrive. Bonsoir Thibaut. Alors pendant qu'on parle à Thibaut, moi aussi, et puis que Nico aussi va poser des questions, je regarderai pour l'histoire du sous-titrage dans un instant. Alors Thibaut, comme d'habitude, on fait une petite minute de présentation, c'est un peu la tradition, donc on va lancer un petit décompte qui va apparaître ici pendant 1 minute. Et en 1 minute, tu nous dis qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens, tes passions, juste pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Eh ben c'est très Ok? bien. Voilà. Allez, c'est Allez, parti. hop, on lance. Et c'est parti pour la présentation. Et ben voilà, écoutez, alors moi j'ai un parcours qui est amusant parce que effectivement j'aime l'aéronautique, c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir, mais en revanche quand j'ai voulu m'y mettre à l'époque où j'avais à peine 20 ans, il y a plus de 30 ans déjà, ça commence à faire long. Il ne faut pas calculer dans ce non, sens-là. non, il ne faut pas calculer dans ce sens-là. J'ai pas attaqué par l'aviation classique, j'avais pas les moyens et du coup je me suis lancé dans le parapente. Ah bah, ça vole aussi. Et ça vole bien et de mieux en mieux d'ailleurs. Et je suis parti dans les Hautes-Alpes m'installer là-bas parce que j'aimais la montagne, je viens de la région parisienne. Et j'ai passé un monitorat de parapente, ce qui m'a permis, avec une boutique de ski l'hiver, d'avoir un boulot pour l'hiver et puis d'enseigner le parapente D'accord. pendant l'été. Puis c'est vrai qu'à Paris, se jeter des immeubles, c'était interdit. Non, encore, c'est moi, à l'époque, hein. c'était pas pratique ça. Et du coup, habitant à côté de l'aérodrome de Gap-Talard, j'ai passé brevet de pilote ULM. J'ai fait du parachutisme parce qu'il y avait un gros centre, il y a toujours un gros centre d'ailleurs présent sur place. Ouais. Et j'ai perduré comme ça dans l'aéronautique jusqu'au jour où j'ai eu envie de changer parce que je me suis dit que j'allais pas être enseigner le parapente comme ça toute ma vie. Donc j'avais fait une proposition de développement touristique au département des Hautes-Alpes qui m'a dit oui c'est bien votre truc mais en revanche vous faites du parachutisme, vous faites de l'ULM, vous faites du paramoteur, vous voudriez pas gérer un aérodrome pour nous? Oui, ça a tout à fait rapport. Bah, j'ai dit bah si, pourquoi pas. Et j'ai commencé ma carrière dans la gestion aéroportuaire sur le petit terrain d'Aspres-sur-Buèche dans les Hautes-Alpes. Ouais. D'accord. Et puis peu de temps après, ils ont dit bah, on va reprendre Gap-Talard, ça vous intéresse? Bon, allez, En peu de temps, c'est combien de temps à peu près? 2 ans après. Ah oui, Voilà. ouais, donc ça Ouais, permettait quand même relativement de... vite. Exactement, j'ai faire fait ses arbres. mes premières arbres sur Aspres. Alors j'ai pas été directeur à Talard tout de suite, j'ai été l'adjoint du directeur pendant 6-7 ans et puis directeur pendant 5 ans avant d'arriver ici sur Nîmes. D'accord. Ok, donc c'est Et, tout frais, tout nouveau. C'est tout nouveau, Ok. depuis le début de l'année. Et tout à l'heure, tu nous as dit, tu as rencontré des personnes intéressantes à Talard, comme Nicolas Ivanov, par exemple. À Talard, j'ai rencontré des personnes même très intéressantes. Effectivement, j'ai eu la chance de voler avec Ivanov dans une bête de course, on peut dire ça comme ça. Ah oui, c'en est une. Je me souviens de mon premier décollage avec lui où il me disait de tirer sur le manche. J'avais pas compris de ce que signifiait tirer sur le manche. Oui. Jusqu'à ce que je me retrouve avec le nez vertical. Ah oui, Voilà. effectivement. Oui, c'est ça. Mais tirer sur il n'a le pas manche. quantifié. Ah ouais. Il n'a pas quantifié l'action. Mais effectivement. oui. Exactement. Et salut, j'entends rien 83 qui vient d'arriver. Ok, d'accord. Bah bon, ça fait des belles sensations. Ça fait des belles sensations. Puis alors, le fait d'avoir travaillé à Talard, comme il y a énormément de multi-activités sur ce terrain-là, puisque tout ce qui Alors, vole. il y a quoi comme activité alors? À Talard, vous avez du parachutisme, vous Ouais. avez du planeur, vous avez de l'ULM avec quasiment toutes les classes d'ULM, de la Ouais. montgolfière, j'ai fait de la montgolfière, Ah oui, de l'hélico, etc. Bah, L'avion. j'ai pu essayer l'avion évidemment. d'accord. J'ai mis mes fesses dans tout ce qui vole. Ouais, Ah oui, d'accord. Donc j'ai eu cette chance-là et d'avoir
piloter à peu près tout ce qui vole. D'accord. Alors évidemment, j'ai pas les brevets, j'aimerais bien. Non, mais ça te permet d'avoir, ça te permet de comprendre un peu de quoi parlent les gens, quoi. Alors je veux dire, le mec qui fait du ballon, il va venir te parler, tu sais de quoi il parle. Alors, je sais de quoi il parle. Planeur, pareil, etc., etc. Puis dans une gestion d'aérodrome, ça me permet évidemment de connaître les problématiques des uns et des autres. Ben oui. Voilà, donc ça c'est bien. Et moi, de toute façon, à partir du moment où mes fesses quittent le sol, ou mes pieds d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle de mes fesses, je suis content. On a tous les mêmes problématiques finalement. Et salut à Jumpseat, salut Martin, bienvenue. Jumpseat Aerobuzz, si on peut faire un shoot-out pour eux. Merci. Ok, donc un futur brevet à Courbessac, ça on le note. Ouais. Ah bon? Bah oui, il vient de le dire. Il va passer son brevet, non? Il faudrait que je passe Ah bah oui. en avion, puisque pour le moment, je ne suis qu'un petit ulmiste. Alors, quand on parle du métier de directeur d'aéroport, on imagine un peu toutes les responsabilités qu'il y a derrière. Déjà, est-ce qu'on peut les énumérer? Quelle est celle pour toi qui prédomine? C'est la plus importante, c'est la sécurité des pilotes. Ouais. C'est là où on a quand même une lourde responsabilité sur le dos parce qu'il faut que les personnes qui décollent ou qui atterrissent sur votre terrain puissent le faire en toute sécurité. Ouais. Si vous avez une piste abîmée, un trou sur la piste que vous n'avez pas vu, ça peut être problématique. Donc effectivement, l'entretien de vos infrastructures est complètement primordial. Après, en fonction de ce que vous avez sur le terrain, on parlait de Talard tout à l'heure, effectivement, de pouvoir coordonner toutes les activités. Il ne faut pas que vous ayez un parachute qui finisse sur le rotor d'un hélicoptère. Oui. Donc, c'est l'hélicoptère qui gagne. Ouais, je sais même pas, tiens. Enfin, ou les deux perdent. Ça dépend si l'hélicoptère est au sol ou en vol. C'est arrivé à Lens. Ouais. Un parachutiste sur un. C'était pas un hélicoptère, mais c'était un autogire. Ça a été mon premier. Alors moi j'étais jeune, je venais d'arriver dans les Hautes-Alpes. J'ai fait mon service militaire en gendarmerie et ma première intervention sur l'aérodrome de Talard, c'était un pauvre gamin qui s'est pris l'aile d'un planeur en chute libre. Ah ouais. Donc forcément le gamin il y est resté, les deux pilotes de planeur ont pu faire secours, mais enfin quand même dramatique. Ouais. Donc, maintenant c'est pas parce que vous gérez un terrain que vous pouvez garantir à 100% la sécurité. Non mais voilà, ça on n'y peut rien. Après c'est un peu tout le monde aussi de participer à ça. On a eu un gros travail par exemple par rapport à cette histoire-là. Alors, quand j'étais directeur de l'aérodrome de Talard, effectivement, de promotion sur les pilotes de planeur, parce que les pilotes peuvent faire facilement 500, 600, 800 km. Ouais. Et alors faire la promotion autour de Talard, attention, faites pas de vertical terrain, c'est facile, mais le pilote de planeur qui vient d'un autre terrain à 600 km de Talard, c'est plus compliqué. Ouais. Donc il fallait informer toutes les activités de vol à voile de toute la France, dire attention, si vous traversez dans les Hautes-Alpes, Talard c'est dangereux. Ouais. Parce qu'on a vite fait de se retrouver à un planeur, ça vole à 150 km/h, on a vite fait de se retrouver sur zone sans faire exprès. En fait. Donc, puis planeur, bon, il y a le petit côté sympa, détente, donc du coup la tension elle est peut-être moins. Enfin, après, je connais des pilotes de planeur qui sont très très sérieux. On est soumis aux conditions climatiques aussi, donc des fois ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ou ils font juste pas attention, ça peut être vite. Oui, ça arrive à tout le monde. Vite fait de perdre son repère au sol, dire zut, je suis sur Talard. Il m'est arrivé une fois quelque chose d'assez rigolo, enfin pas pour le pilote, un hélico qui vient poser à Talard. Et coup de téléphone de la Polaire. Je ne savais même pas ce que c'était que la Polaire au début. Donc le téléphone qui sort, oui, c'est la Polaire. Et oui, c'est bien, monsieur. C'est quoi la Polaire? C'est le truc de FL là, pour calculer l'incidence. Et le pauvre pilote qui avait survolé Cadarache et les avions de chasse qui étaient venus faire des photos en piqué dans les 10 minutes qui suivaient, comme quoi même un pilote pro il peut survoler une zone interdite parce que vous avez l'esprit ailleurs et il suffit de pas grand chose, ou de pas beaucoup de temps parfois. Ok. Fabien qui réagit, qui dit j'ai fait un vol découverte au sud de Talard. C'est assez complexe en effet. Alors, quand il y a beaucoup d'activités comme ça sur une plateforme, finalement, quand il fait beau, c'est l'enfer. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, effectivement, Talard est un super exemple parce qu'en plus, on est dans les montagnes. Du coup,
les zones d'entrée ou de sortie se font par des points caractéristiques et il y a des moments où ça bouchonne un peu, effectivement, voire plus qu'un peu. Donc heureusement d'ailleurs là-bas on a des agents AFIS qui sont excellents et heureusement qu'ils sont là parce que ça serait ingérable. Il y a des moments à Tallard où on atteignait presque la zone rouge, là pour le coup. Là. Trop de trafic. Tallard fait enregistré à la tour sur une année fait 55 000 mouvements plus les 15 000 mouvements grosso modo qui ne sont pas enregistrés à la tour, qui étaient réalisés en dehors de nos heures d'ouverture. C'est énorme. Effectivement. Il y a des moments où il fallait avoir les reins solides et pouvoir gérer. Puis le pilote perdu qui s'annonce en contre-QFU, qui mélange l'Est, l'Ouest, qui parle pas vraiment français, etc. Quoi. Donc oui, c'est pas facile ça. C'est pas facile. Et il y avait du vol de nuit aussi? Non, alors il y en a eu quand la LAT était présente. Ah oui, mais uniquement la LAT. Et puis sinon, il y avait l'hélico du SAMU qui était basé là. En dehors des militaires et du SAMU, il n'y a pas de vol de nuit. Il n'y avait pas de vol de nuit. Non. Ok. Non, et c'était très bien parce que c'est un sujet qui inquiète tous les aérodromes de France, en tout cas ceux sur lesquels il y a des mouvements, c'est les problèmes de bruit. On parle souvent de comment dire, je cherche mes mots, de nuisance sonore, voilà. Et c'est un mot d'ailleurs que j'essaye d'utiliser assez peu, c'est pour ça que je l'oublie d'ailleurs, j'arrive pas à le ressortir, parce que dans nuisance sonore... C'est négatif en fait. C'est négatif, il y a nuisance, il y a sonore, alors moi j'aime bien parler de signature acoustique. Ah oui, c'est bien ça. La signature acoustique, en fait, je vois ça comme ça, en disant chaque terrain a un niveau d'acceptabilité du bruit. Alors, Tallard, il peut être... je dis n'importe quoi, admettons sur une échelle de 1 à 100, peut-être que Tallard peut monter jusqu'à 60 et que Courbessac, lui, peut monter jusqu'à 90 parce qu'il y a moins d'habitation, parce que dans l'esprit, de l'imaginer comme ça, et donc de placer son curseur et de savoir jusqu'où je peux monter mon curseur pour pas avoir trop de problèmes avec les voisins. Et à Tallard, ça devenait c'est d'ailleurs très compliqué. C'est compliqué partout. On en parlait justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu partout en France où il y a des nouvelles constructions qui se font autour des aérodromes. Et puis du coup les gens se plaignent parce que effectivement ça vole. Les gens se plaignent effectivement parce qu'il y a du bruit, parce que puis aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, effectivement il y a moins de tolérance sur ces problématiques-là. Et puis effectivement, on sait bien que l'aéronautique, dans l'esprit des gens, et c'est réservé à des personnes qui ont les moyens, qui sont intelligents, ça c'est vrai, en revanche. Mais c'est ce que nous dit Fabien, et les gens ne comprennent pas du tout. Non. En fait, alors moi ce que je dirais à ces gens-là, qui ont construit leur nouvelle maison autour d'un aérodrome qui existe depuis longtemps quand même, donc il faut se renseigner un peu avant de construire là, bref. Allez voir l'aéroclub, renseignez-vous, apprenez à piloter, vous allez voir. Et après, vous serez content d'être pas loin de l'aérodrome. Moi j'avais une autre dans la gestion justement quand on atteint. Mais allez-y, c'est pas fermé, c'est pas une élite, c'est pas fermé. C'est une association comme un club de basket. Absolument. C'est pas les mêmes activités, mais c'est accessible. C'est pas aussi cher que ça le pilote privé ou le brevet de base, c'est pas si cher que ça. Non, mais tout à fait. Après, je peux comprendre que des gens n'aient pas envie de voler. Il en faut pour tous les goûts. Et moi j'ai un bon ami dans l'aéronautique qui est journaliste d'ailleurs, Jean-Marie Urlacher, qui me dit un jour, tu sais quoi Thibaut, sur Tallard, ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple les mercredis de l'aérodrome. Je dis c'est quoi alors les mercredis de l'aérodrome? Vas-y, développe-moi ton idée. Et dire par exemple, tous les premiers mercredis du mois, sur un terrain comme Tallard, de 16h à 20h, on le ferme et on l'ouvre au public. Je réfléchis à son idée, je dis c'est vrai que ça c'est pas con, de dire allez pendant 6 mois, on ferme le terrain pendant 4 heures, et puis on dit aux enfants, aux adultes, rentrez sur le terrain, vous êtes chez vous. Et puis on fait venir des vélos électriques, une course de cartes électriques, ou pas électriques d'ailleurs, on fait même venir un club sportif pour faire un match de hockey sur gazon, j'en sais rien. Mais du coup, ça permet à la population locale d'investir les lieux de façon positive. Et j'ai trouvé l'idée loin d'être bête, en me disant finalement on ferme le terrain 4 heures par mois pendant 6 mois,
c'est acceptable, et peut-être que ça, alors on n'a jamais eu le temps de le mettre en place parce que je suis parti trop tôt. C'est dommage, mais je trouvais l'idée intéressante. Ben oui, parce qu'en plus, ça pourrait faire rencontrer les gens des clubs sur place. Exactement. Alors, c'est pas forcément évident, non, vis-à-vis des entreprises qui travaillent sur le terrain, qui ont besoin de faire partir leurs hélicos, les paras qui disent Thibaut, t'es gentil, mais là, si tu me fermes le terrain une après-midi, etc., etc. Donc, c'est pas forcément évident à mettre en place, mais je trouvais dans l'esprit de dire à la population locale, venez. On souffre un petit peu de ça, non pas que les pilotes soient fermés, mais c'est les gens qui n'osent pas rentrer sur les terrains. Oui, c'est ça. Ouais. Et Courbesac, on parlait des années. La Courbesac a été construit, je crois, si mes sources sont bonnes, en 1909. Ouais. Donc, oui, c'est très vieux. Donc ça serait un des plus vieux terrains de France. C'est vrai que, et puis avec un côté militaire. Dans les années 30, il y avait effectivement, c'était une base militaire. Exactement. Donc, quand rentrer sur Courbesac, aujourd'hui, il faut en avoir envie. C'est un peu austère. Donc là, mon but, d'ailleurs, ça va être de retaper l'aérodrome, de le rénover et de dire aux gens, venez. Alors, justement, moi, j'avais une question là, depuis 3 jours. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais poser? On salue rapidement MLN208 qui vient d'arriver, un nouveau follower, Matt GZD qui vient d'arriver. Bonsoir à vous, les amis. Oui, bonsoir à vous. Jumpseat qui dit en vrai un DR400 Pisco c'est très bruyant, après, les hélicos c'est plus pénible, oui effectivement c'est pas très bruyant DR400 mais les hélicos ça fait plus de bruit évidemment. Et Courbesac créé en 1902 et l'Aéroclub du Gard en 1911, oui donc ça date pas de... Parce qu'il y a un bâtiment, il y a un grand bâtiment en ruine. Enfin, alors, il y a ruine, abandonné, on va dire. Il y a un bâtiment, le MES, qui a été détruit, qui a été rasé il y a 6 mois, je crois, là, avant que j'arrive. Dommage. Parce qu'il y avait une architecture art déco, là. Mais bon, après, il y avait sans doute des soucis en roche. Moi, je suis arrivé après. Ça a dû mal vieillir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, du coup, il va y avoir ces choses-là, cette idée-là d'ouvrir le terrain de Courbesac à plus ou moins long terme. Alors, ça ne sera pas ce qui était vrai pour Tallard. Ça peut être vrai pour tous les terrains, mais sur Courbesac, je n'ai qu'une piste en herbe pour le moment et ma priorité c'est de faire un restaurant. Oui, ça c'est important. Ça va plaire à certains. Et un bon. Il ne suffit pas d'avoir un restaurant, il faut qu'il soit bon. De refaire les pistes. Et ce qu'il faut aussi, c'est dans un premier temps, c'est que je redéveloppe l'activité du terrain. Donc il faut des entreprises qui ont envie de venir s'installer. Comme chaque terrain de France, Courbesac a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, ça peut être, on ne va pas rentrer dans les détails aéronautiques, mais c'est la R8, puisqu'on est dans la finale de Garou. Donc effectivement, pour des pilotes qui n'ont pas forcément un bon niveau, qui n'aiment pas faire de radio, il faut avoir envie de venir à Courbesac. C'est sûr. Bon, en revanche, à Tallard, la radio, à part avec la FIS pour le tour de piste, dès qu'on avait fait quelques kilomètres, à la rigueur, la radio, on pouvait la couper. En revanche, il fallait gérer le monde dans le circuit de piste. Bon, bref, chaque terrain, et puis l'aérologie aussi, l'aérologie de montagne. J'ai vu des trucs intéressants là-bas. Bon, bref, donc sur Courbesac, la première chose à faire, effectivement, c'est de rénover le terrain. On a cette chance-là aujourd'hui, c'est rare. Les terrains ont plutôt tendance à fermer. Je parle des petits terrains. On est plus, des petits terrains plus sur l'aéroport. Ont plutôt tendance à fermer. C'est une chance d'avoir une mairie qui vous dise allez, retapez-moi ce terrain. Moi, c'est ce qui m'a plu. C'est pour ça que je suis venu ici. Il y avait la volonté politique, économique de le faire. Quoi. Exactement. De repartir d'une feuille blanche et dire bon voilà, j'ai un terrain, j'ai une vingtaine de hangars qui sont pas tout jeunes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour redynamiser le terrain? Et c'est là où en fait la gestion d'un aérodrome est relativement complexe. On a parlé tout à l'heure de la sécurisation des pistes. Effectivement, en théorie, alors ça dépend du nombre de mouvements. À Tallard, c'était une visite de piste journalière. Ici, à Courbesac, j'ai 10 fois moins de mouvements. L'aviation civile me tolère une visite de piste mensuelle, par semaine, pardon, hebdomadaire. Évidemment, si j'ai eu une grosse pluie la veille, j'en ferai 2 dans la semaine ou 3, ou s'il y a eu des gros coups de vent. Parce que c'est important de savoir si vos pistes sont en bon état. Puis après, vous avez éventuellement... C'est de la terre, c'est de la craie, c'est de l'herbe et du caillou. Du caillou. C'est du dur. Justement, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur piste en dur. Alors oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, elle est tartinée du noir, à savoir mettre du goudron. C'est très bien, hein, c'est super pour les avions, c'est top. Ça coûte très cher et c'est pas politiquement correct.
Donc j'ai trouvé une solution qui date d'ailleurs de la guerre, et je vais faire une piste en plastique. Alors il ne faut pas dire une piste en plastique, une piste renforcée, mais ce sont des dalles en plastique qui avant étaient en métal. Oui, les Américains. Exactement. Ils faisaient des terrains comme ça tout à fait. après le débarquement avec des plaques PSP. C'est ça, exactement. Des plaques PSP avec des trous. Là. Donc aujourd'hui elles sont en plastique recyclé en plus, c'est plutôt vendeur. Bah, ouais. L'herbe peut pousser à l'intérieur, ça coûte moins cher qu'une piste en goudron. Et puis c'est des dalles conçues pour l'aéronautique. C'est pas qu'une vue de l'esprit où je vais me mettre comme sur les parkings de grande surface, je vais acheter mes dalles et non, c'est un produit, c'est étudié pour, c'est un produit qui est conçu pour les. Et il y a des aérodromes dans le nord de la France, j'en ai contacté certains qui ont mis ça il y a plus de 10 ans, donc on a du recul, ils sont ravis. D'accord. Ok. Donc moi si j'ai pas une piste qui permette aux avions extérieurs ou même ceux qui volent de venir ils viennent en sécurité à Courbesac aujourd'hui, mais selon si vous avez un avion un peu touchy avec des petits trous, etc., on parlait de voltige tout à l'heure, je pense pas que Nicolas Ivanov soit très content de venir à Courbesac. Et en plus, les derniers avions, je les appelle les avions start-up, les gens qui réinventent l'aviation, puis qui font des avions hyper légers, limite fragiles. Donc là, pour avoir le plus petit moteur qui consomme le moins possible, on monte difficilement. Si on fait 80 kg, ça y est, on ne monte plus. Ou alors un quart d'heure d'autonomie. Il y en a des avions comme ça. Non, c'est vrai, moi effectivement, là, l'avion il casse vite. Si je pilotais je faisais partie du pôle national de vol montagne à Gaptala et je louais un G1 d'ailleurs, de G1 Aviation, qui est un stall avec des pneus un petit peu gros, donc là pour aller faire de la montagne, c'est fabuleux, ça avance pas très vite, mais c'est génial. Tout terrain. Et c'est tout terrain. Donc là pour venir à Courbesac par exemple, aucun problème. Maintenant, alors je parle des ULM parce qu'il y en a quand même de plus en plus sur tous les aérodromes. Vous avez des machines qui croisent à plus de 100 nœuds, avec des roues qui sont grosses comme ça. Oui, c'est plus délicat. C'est plus fragile. Donc il y a des cailloux, ça projette, ça abîme les hélices. Donc c'est pour ça que cette piste-là, je veux la refaire. Elle est tout à fait praticable. Sinon on aurait fermé le terrain. Elle n'est pas dangereuse. Non, on l'a pratiqué. Mais c'est vrai qu'elle nécessiterait un coup de rafraîchissement là. Alors on a quelques questions, on fait un petit point de chat pour voir un peu les questions qui arrivent. Les questions qui fusent, du coup. Alors bon, la plus simple déjà, excusez, mais est-ce qu'il est possible d'avoir le sujet de ce soir? Je viens d'arriver. Alors Thibaut qui est avec nous, c'est moi, directeur de l'aérodrome de Courbesac et avant donc Gaptalar, et donc vous pouvez lui poser toutes vos questions. Si vous voulez savoir un peu plus, quelles sont les responsabilités, le métier, les avantages, les inconvénients, allez-y, posez vos questions et on y répond. Donc voilà pour MathGZD. Petite question d'Aviateur 59. Pour être responsable gestionnaire d'aérodrome, faut-il des diplômes ou des compétences spéciales? Alors des compétences spéciales, oui, il faut être malin. C'est les seuls. Des brouillards, c'est ça? Non, il n'y a absolument pas de diplôme. Non. D'ailleurs, j'en ai pas. J'avais fait en revanche, pour ma culture personnelle, un stage d'une semaine à l'ENAC sur la gestion aéroportuaire, mais qui était plus aéroport qu'aérodrome. C'était intéressant quand même. Mais on n'est plus dans la même cour. Mais non, n'importe qui peut gérer un aérodrome. D'ailleurs, avant que la société pour laquelle je travaille, c'était une association qui gérait le terrain. Oui. Et donc il n'y a absolument pas besoin de diplôme. Des spécialistes. Non. Alors, des pilotes, des passionnés évidemment, qui ont bien fait les choses. Un peu comment faire, bien sûr. Alors on peut mettre en regard directeur d'aéroport et directeur d'aérodrome, où ce sont deux choses. C'est similaire et différent à la fois? Oui, c'est similaire parce que les règles aéronautiques sont les mêmes. Ensuite, quand vous avez du transport public, en plus, c'est plus avec des pistes de nuit. Et puis, c'est plus. Vous avez forcément une tour, mais c'est plus des agents AFIS, c'est du contrôle. Donc la gestion n'est pas tout à fait pareille. Dans l'esprit, oui, mais c'est une énorme structure. Et en fait, je me suis rendu compte même que c'était presque plus facile que de gérer un aérodrome. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, parce qu'il y a plusieurs pôles. Et moi, demain, j'ai un problème et il va falloir que j'aille prendre mon tracteur pour l'étendre la piste. Si j'ai une piste en dur, il va falloir que j'aille réparer mes fissures. Si j'ai un problème de carburant, il va falloir que je gère mon problème de carburant, parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais le carburant, c'est pas si simple que ça à gérer. Alors que sur un aéroport, vous avez vos différents pôles.
2 spécialistes, et puis vous êtes directeur à la rigueur d'un aéroport. Je vais simplifier, s'il y a un directeur d'aéroport qui m'écoute, il va me dire il raconte n'importe quoi celui-là. Mais dans l'idée, c'est j'ai un problème sur ma piste, j'appelle le spécialiste de la piste. Je le fais. J'ai du périlavière, j'appelle le spécialiste du périlavière. J'ai un problème de déneigement, j'appelle le spécialiste du déneigement. Alors que sur des petits aérodromes, c'est vous qui faites tout. Donc il faut être organisé pour ça. Par exemple, le directeur de Roissy-Charles de Gaulle, lui, il a une caisse à outils. C'est ça. Et toi, tu es le couteau suisse. Exactement. Tu es le couteau suisse, tu as tout sur toi. C'est une belle analogie. Alors, il y a Hélène de MyEscapade qui dit des expériences touristiques accessibles à pied depuis Courbessac ou des acteurs touristiques venant chercher des pilotes de passage à Courbessac. À ta connaissance, Thibaut, on n'en a pas identifié pour le moment sur l'application MyEscapade. Alors on va rappeler, Hélène a fait une application MyEscapade qui permet de recenser des terrains. On en a parlé lors d'une des émissions, il y a un replay d'ailleurs là-dessus, où les gens peuvent se poser, soit il y a des restaurants qui viennent les chercher, ou des gîtes soit sur place, soit des restaurants un peu plus éloignés du terrain qui viennent chercher les pilotes pour aller manger chez eux et puis les reconduire. Il y a un petit service comme ça offert par le restaurant, par les hôtels. C'est une excellente idée justement. Voilà. Alors, j'ai repris donc l'aérodrome au mois d'avril, c'est tout récent, mais c'est typiquement dans la dynamisation d'un aérodrome, surtout, alors on parlait des avantages, des inconvénients, ça c'est l'avantage de Courbessac. Courbessac, vous êtes à côté de Nîmes, et d'ailleurs j'avais fait un petit post sur le Facebook que j'ai créé de l'aérodrome de Courbessac pendant la feria. J'ai fait ma première feria il n'y a pas longtemps, disant aux pilotes, venez, vous pouvez vous poser, et en plus vous avez un bus qui vous amène directement centre-ville. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, vous avez la visite des vignes, des vignobles locaux, vous avez le pont du Gard, vous avez tout un tas de choses, et effectivement ce qu'il faut développer c'est ce service-là où le pilote qui arrive se sent un petit peu seul et isolé, il faut lui amener ce service, d'aller dans un restaurant haut de gamme s'il a envie d'aller dans un restaurant haut de gamme, de visiter je ne sais quoi dans la région, je ne connais pas encore assez bien la région donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Il faut demander à Eric, il va faire le guide. Il y a pas mal de choses à faire, et puis ce qui est intéressant, c'est que je suis déjà en cheville, notamment avec l'Office du tourisme local, mais effectivement oui, il faut adhérer à ce genre d'idée-là, c'est indispensable. Alors c'est ce que disait Hélène, bus depuis l'aérodrome du coup. On peut venir en bus. Absolument. Depuis l'aérodrome. Il y a le bus à 50 mètres, enfin j'exagère, oui, 200 vrai, mètres. On avait un élève là, qui prenait le bus. Mais oui, cette activité effectivement touristique, on va dire, vaut mieux la développer là plutôt que sur le Garon, au gros aérodrome. Parce que là, les petits pilotes qui viennent juste pour visiter, faire du tourisme, se poser sur le Garon pour sortir du terrain, c'est pas évident. Puis les taxes aussi, c'est l'histoire de taxes. C'est l'avantage d'avoir justement ce petit terrain qui ne fait que de l'aéronautique de loisirs, et puis Garon à côté qui est l'aéroport, très bien, chacun son truc. Alors on se gêne un petit peu avec cet R8, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. Mais justement on peut développer cette aéronautique-là. Et d'ailleurs j'ai même des pilotes, notamment des LICO, qui me disent Thibaut, tu ne devrais pas mettre du kéro à Courbessac parce qu'à Garon ça devient compliqué de refueler. Parce que c'est un camion avitailleur qui queue, etc. Et parfois il y a de l'attente et on viendrait bien chez toi, c'est un peu plus tranquille. C'est vrai, et pourquoi pas. Quand il y a le Ryanair, il y a 1 heure d'attente des fois. Ouais, c'est ça. Bref. C'est du vécu, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, le carburant... On en parle bientôt. Toc toc toc. Alors oui, donc c'est Hélène qui dit on en parle bientôt, Thibaut. Absolument. Donc avec MyEscapade. Alors peut-être que Courbessac sera sur MyEscapade. Petite réaction de Matt GZD, c'est bien les gens, vous êtes actifs sur le chat, ça fait plaisir. Pour être basé à l'aérodrome du Versoux, c'est un terrain vraiment sympathique pour du vol montagne, voltige. Il y a même un restaurant, ce qui est très attractif pour l'aérodrome. Donc oui, effectivement, et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes qui sont sur le chat qui peuvent en témoigner, c'est que le restaurant c'est aussi un endroit stratégique. D'avoir quelque chose sur place où les avions se posent. Il y a plein de terrains comme ça. Il y a même des élèves qui allaient chercher ces terrains-là pour faire des navigations, se poser et revenir. Et puis d'ailleurs le Versoux, le restaurant, c'est pas un truc 3 étoiles et c'est génial. C'est un petit restaurant de campagne, j'ai envie de dire, mais c'est absolument pas péjoratif. J'adorais aller là-bas. C'est la bonne conviviale. C'est ça, exactement. Et c'est top. Franchement top. Donc voilà, un restaurant. Alors, comment ça se passe? Il y a un appel d'offres. Il y a
Là, pour le moment, j'ai des bâtiments qui sont dans des états qui vont me demander des petits travaux. Non, mais en admettons que voilà, les infrastructures soient là, ça se passe comment? Est-ce que qui choisit? Il faut aller tester? Non, pas forcément. Là, c'est l'intérêt. Alors là, ça va vous parler. J'ai un restaurateur local, très très local d'ici, de Pouls, qui est ultra intéressé. Ah, les amandiers, vous connaissez les bah amandiers? Oui, d'accord. Voilà, donc là, je me fais pas trop de soucis. Ok. Sur la qualité. Plus de demandes que d'offres. Ouais. D'accord, très bien. Alors, petite question de MLN 208. Bonsoir Thibaut, j'organise des rencontres de pilotes, donc ses potes. Serait-il possible de venir chez vous environ 5-6 appareils, au total une vingtaine de personnes? Nous étions à la Baule cette année, grand succès. Eh bien, c'est indispensable qu'ils viennent sur Nîmes. Et ben voilà. Voilà, ils sont invités et accueillis les bras ouverts, évidemment. Avec les infrastructures d'aujourd'hui. Ça sera mieux l'année prochaine et encore mieux l'année d'après. Mais bien sûr, il faut qu'ils viennent. Ah bah si ça a eu lieu cette année, c'est peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Voilà, MLN va nous le dire. Ok, voilà donc pour la réponse. Quelles sont les formalités pour atterrir dans un aérodrome différent de celui du décollage? Donc ça c'est Julien qui pose la question. Il n'y a pas de formalité particulière? Non, à partir du moment où l'aérodrome est ouvert à la CAP, à la circulation aérienne publique, vous êtes libre et que c'est un aérodrome de jour, évidemment, de respecter le lever et le coucher de soleil. Vous n'avez rien à demander à personne. On peut se poser partout en France, sans aucun problème. Ouais. Voilà. Il faut prévenir avant ou pas? Non, absolument pas. Il suffit de bien lire la vague pour savoir où se garer. Bien sûr. Pour savoir où se garer. Il faut lire la carte vague. Appelez, il y a certainement un numéro de téléphone pour se renseigner. Vous pouvez le faire. Certaines personnes m'appellent parce qu'elles ont envie de mettre leur machine à l'abri le soir, de savoir s'il y a un hangar de dispo. Mais sinon, voilà. Donc, ce qui est par exemple. Alors, j'en ai, oui, mais j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Mais là, c'est pareil. J'ai des hangars de prévus en construction. Je peux héberger 2-3 machines, puis on arrive toujours temporairement à se déplacer avec les personnes que je commence à connaître sur place, bien sûr. Après, s'il y a 25 machines qui débarquent d'un coup, je ne pourrais pas les mettre à l'abri. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, j'étais assez fier de ça sur Thalar parce que j'avais mis en place il y a 2 ans, pour moi qui l'ai créé, j'avais juste eu l'idée de faire une ombrière, comme pour les voitures, mais pour les avions. Ah oui, d'accord. Donc il y en a une sur 250 mètres à Thalar. J'ai vu ça en Floride, sur les aérodromes. C'est juste un plafond, quoi. Un truc plat, des piquets. Alors là, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus solide, quoi. Mais du coup, on va en faire une aussi sur Courbesac. Ça permettra d'abriter les avions de la grêle ou de la pluie, pas du vent, mais. Puis sur le soleil, là, quand ça tape vraiment fort. Donc ça, c'est bien. Et puis pour un gestionnaire, ça vous coûte 0. Eh oui. Puis pour peu qu'on mette des plaques photovoltaïques, ça fait de l'électricité. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. J'ai même trouvé un. Oui, parce que dans la sécurisation, parfois vous prenez la tête parce qu'on a des problèmes, puis la réglementation qui change. Moi, je suis. Parfois, sur la réglementation, ça m'agace un petit peu. Il faut bien qu'il y ait de la réglementation, un minimum, mais de temps en temps, ça va trop loin. Bref, et clôturer des aérodromes, justement, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, de vouloir ouvrir ça au public, si on met des clôtures tout autour, on fait l'effet inverse. Du coup, j'ai quand même ce projet de faire une petite clôture pour me protéger des animaux ou de certaines personnes qui pourraient couper les pistes. Ça arrive malheureusement, mais ça coûte cher. Et ben, j'ai trouvé un fabricant qui me ferait ma clôture en photovoltaïque. Ah ouais? Et du coup, ça me coûte plus rien. Ah, c'est génial. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut être malin. En fait, quand je disais il faut être malin, il faut oui, parce que ça a un coût. Très bien. Et avant on était aidé, beaucoup plus aidé parce que alors déjà historiquement parlant, dans les années 70 notamment, l'État français voulait des pilotes. On avait besoin de pilotes, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour les lignes que l'on voulait développer. Donc je vais exagérer, mais l'apprentissage du pilotage était quasi gratuit pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus la même. Plus vraiment aimé. Les services fermes ont bénéficié jusqu'à il n'y a pas longtemps du service des bases de l'aviation civile qui venait avec leurs machines. C'est génial. On les appelait et ils venaient nous réparer les pistes en herbe gratuitement. On ne payait que les matières premières, à savoir le carburant, les graines s'il fallait remettre du gazon pour ensemencer les pistes, mais sinon leur prestation était gratuite. Et puis ils avaient un savoir-faire. C'est des gens qui ont fait ça. Ils ont fait ça toute leur vie. Aujourd'hui, ce service n'existe plus. Donc je vais devoir compacter mes pistes, si je dois les raboter, arranger mes pistes en herbe, ça me coûte très cher, très très cher. D'accord. Alors qu'avant c'était des services gratuits. Donc là aussi, il faut être encore une fois malin pour aller trouver des subventions. Alors je suis peut-être pas assez malin, il y a peut-être des gens plus malins que moi, mais alors là ça devient compliqué. Je pense que c'est partout pareil. Partout pareil, oui.
Alors, oui, donc MLN qui confirme, de toute façon, je prendrai contact avec vous si nous décidons de venir. Ce sera 2024. Très bien. Il faut ouvrir le resto, nous consommons pas mal avec les copains. En essence, MLN. Je viens, ce qu'il veut dire. je viens de recevoir, juste avant de venir vous voir, peut-être que vous connaissez, je fais une petite parenthèse, la bière de l'Escadrille, ça vous parle? Ah oui, C'est vrai. oui, oui, oui. Un ancien mécano de la PAF qui a sorti sa bière, qui veut commercialiser auprès d'Air France parce que elle ne serait pas sujette aux différences de pression, Ah oui, etc. etc. oui, pour les boissons pétillantes. Exactement, bref. Et alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, il m'a amené 3 caisses tout à l'heure, donc Ah bah voilà. voilà. Vous n'avez plus qu'à venir les goûter. Voilà. Il paraît qu'elles sont bonnes. Bon bah à voir, hein. Bah ouais. Bière de l'escadrille. Matt GZD, quels sont vos projets futurs pour l'aérodrome? Allez, les projets futurs de l'aérodrome, on en parlait tout à l'heure. Numéro 1, alors je vais faire du simple déjà, c'est toute la signalétique à l'intérieur de l'aérodrome pour que les gens puissent se repérer, venir. Ensuite, le restaurant et un bureau d'accueil, que ce soit pour moi ou pour les pilotes. C'est important de recevoir les pilotes correctement. Et puis la piste. La piste, ça va être le nerf de la guerre parce que si j'ai pas une piste, elle va se dégrader encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il va falloir que je la retape. Donc pour moi, ça c'est le numéro 1. Mais ça viendra plus tard parce qu'une piste, celle dont je vous ai parlé, en renforcé, ça coûte grosso modo sur 1 km, plus taxiway, j'en ai pour 800 000 €. Ah oui. Oui, quand même. Donc ça va être financé comment? Par du photovoltaïque. D'accord. Donc l'aérodrome par exemple de Courbessac fait 100 hectares, j'ai pas besoin de 100 hectares de terrain, donc je vais en dédier une partie, une vingtaine d'hectares sur la centaine pour faire un champ photovoltaïque qui me financera la piste, j'ai pas d'autre solution. Ouais, ok. Ou un mécène. Est-ce que ça pourrait devenir le petit aérodrome d'affaires? Alors je pense pas. Non. Je pense pas Parce que c'est proche de Nîmes. Oui, mais il y a Garon Très à proche. côté. Pour Ouais. ça. Honnêtement, voilà. Ils sont peut-être mieux achalandés. Là, le problème de. Même si je fais une piste en goudron à Courbessac, elle ne fera pas plus d'1 kilomètre. Et c'est trop petit pour des jets d'affaires. Ouais. Alors, si, on a un PC12 qui est venu il y a 10 En jours, même temps, posé à Courbessac. Il n'y a même pas besoin de Mais- piston dur. Non, mais puisqu'il est venu. C'est doux. Mais les jets d'affaires, non, c'est là où c'est Garon qui en bénéficiera. Pas Ouais. moi. Moi, ça va être de Ouais, mais l'aviation c'est de bien. loisir. C'est une juste répartition Ouais, bien du sûr, trafic, hein, Ouais, exactement. quelque part. Ok. Alors, Courbessac, on a dit il y a des aéroclubs Ouais. qui volent donc en aviation, enfin pas commerciale, mais en aviation civile loisir, on va dire. Il y a des ULM, Absolument. il y a des parachutistes. Oui, qui font que du tandem. Mais Ouais. il y a une activité para le week-end et jour férié, effectivement. Donc ça, c'est une société. C'est une société, absolument. Il y a du paramoteur, je crois. Il y a une école de paramoteur qui est très bien, effectivement. Donc c'est même une école. Et il y a de l'aéromodélisme. J'allais y venir, de l'aéromodélisme. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ce petit monde? Parce que tout le monde doit vouloir... Justement, des fois, c'est ça. Il faut c'est- être un peu diplomate, non? Pour voilà, c'est ça Ah oui. en fait. Ah oui, il faut être diplomate, il faut connaître les différentes pratiques. Alors j'avoue que j'ai une lacune en aéromodélisme, donc je suis allé voir le président et je lui ai demandé comment ça marche, parce que si je fais mon parc photovoltaïque, il va falloir que j'en déplace un. Ah ouais. Oui. Oui. Alors après, l'entente avec de la bonne volonté, ça marche. Mais il me dit, si tu me déplaces là, par exemple, pour l'aéromodélisme, c'est pas bien parce que nous, il faut pas qu'on ait le soleil dans le nez. Sinon, on voit plus nos avions. Je dis, ça, j'y ai pas pensé. Ok, très bien, je connais pas la pratique. On trouve toujours des solutions. Mais effectivement, il faut que ça puisse se coordonner. Quand je vois ce qui se passe sur Talard, où j'ai une expérience du coup énorme sur la multi-activité, si on est capable d'avoir fait à Talard, et ça marche, Ouais. on n'a pas d'accident en plus. D'ailleurs, c'est ce qui agaçait l'aviation civile à un moment donné. Je m'entendais très bien avec eux. Mais ils m'ont dit, écoute Thibaut, Vous n'avez pas assez d'accidents. Ouais, ton terrain, il est accidentogène. Je dis, mais il est accidentogène parce que j'ai beaucoup de mouvements et que parfois ça se croise et ça se recroise. Mais d'un autre côté, plus le terrain est compliqué. D'ailleurs, moi j'avais ça aussi quand j'étais moniteur de parapente. Plus le terrain d'atterrissage était petit, plus mes élèves posaient proprement. Plus le terrain était grand, plus ils me faisaient des hors-terrain. Donc en fait, les gens sont beaucoup plus concentrés à Talard que sur un terrain où finalement il y a très peu de mouvement. Ouais, Et donc ça se passe très bien. Mais ça, l'aviation civile, Ils voient les pas. anciens de l'aviation civile, parce que après ça s'est drôlement arrangé, ne comprenaient pas ça. Quoi. Ah ouais, comme quoi. Donc Je reviens sur l'aéromodélisme. Oui. Il y a eu, tout à l'heure, il y avait un club aussi d'aéromodélisme. oui, mais il n'était pas sur. Oui, il y en avait deux même. Mais ils D'accord. n'étaient pas sur le terrain, ils étaient à proximité du terrain. D'accord. Mais effectivement, il y en avait Parce un. que moi, je me suis toujours demandé pourquoi l'aéromodélisme,
il y a une certaine logique, hein, je le comprends, s'installe sur les terrains d'aviation. Bon, j'ai déjà volé, j'ai déjà vu des radio commandés voler on peut le voir comme des passerelles. que je décollais. Hein. Je décollais, j'avais des avions d'aéromodélisme, tout ça, ils faisaient très très bien leur boulot. Ils volaient de leur côté. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils s'installaient forcément là, alors qu'ils pourraient prendre une pâture, s'installer ailleurs où effectivement il y aurait moins de risques. J'ai pas la réponse précise. Après, est-ce qu'il y a autant d'accidents que ça aussi avec je eux? sais pas. Je pense pas. Je sais À pas. Tallard, on avait deux petits terrains qui étaient pas loin. Il y en a un qui était à 500 mètres de l'aérodrome, un autre qui était à 1 km. À Aspres, on avait un terrain d'aéromodélisme. Ici, à Courbessac, il y en a un sur le terrain. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il fait 100 hectares. Ah oui. Et d'ailleurs, ils ont fait une représentation il y a 3 semaines de jet en télécommandé. Ah oui. J'étais bluffé. Mais ils respectent leur zone. Après, c'est du respect de. Alors, il y a toujours, voilà. Après, si la télécommande. s'il y a un problème technique. Bon, mais finalement, ça arrive rarement. Puis ils ont une radio, si jamais. Voilà, ils peuvent communiquer avec un avion qui pose, qui décolle. Dire, j'ai perdu mon jet, il est en train de foncer sur vous. Fermez les yeux. Un missile dans mes 6 heures. C'est jamais arrivé, ceci étant dit. Mais, Non, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Il serait peut-être. Parce que moi, je dirais que l'aéromodélisme, il serait beaucoup plus libre, entre guillemets, sur un terrain loin d'un aérodrome. Peut-être que c'est compliqué le fait d'avoir une grande plateforme comme ça, en fait, où il n'y a pas de culture, où il n'y a pas de. Ils ont un champ, ils ont de la place. Ouais. Bon, et puis finalement, je trouve ça bien. Moi, personnellement, je trouve ce mélange. Après, c'est une même passion aéronautique. Exactement. Effectivement. S'il y a un problème, l'avion tombe, c'est plus facile à le chercher que d'aller d'aller sonner chez le voisin. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de. Donc je ne sais pas si c'est pour cette raison-là ou j'en sais rien. Puis c'est historique, probablement. Je dois partir. Merci Thibaut, à bientôt. La team des Onéros, vous êtes top, bravo pour les émissions. Bel été tout le monde. Ah oui, donc My Escapade. Donc voilà, Hélène de My Escapade qui va prendre contact avec toi pour Courbessac. Développer le restaurant qu'on viendra tester, donc du coup. Ah bah oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Eric, Free Flight 30, qui dit Thibaut, je passerai demain pour la binouze. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je l'ai mis au frais. L'escadrille. Ouais, ben voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Donc, pour être directeur d'aérodrome, il faut anticiper. Voilà. C'est aussi. C'est important. Il faut savoir accueillir. Petite question de Julien, qui peut être une bonne question. Est-ce que le restaurant est réservé uniquement aux aviateurs? Certainement pas. Non. C'est pas l'intérêt. Non. C'est pas l'intérêt. Mais peut-être des réductions pour les aviateurs, comme ils font sur certains. Après, ça dépend. Ça sera à voir avec le restaurateur. Ouais. Pourquoi pas. Il y a des restaurants qui payaient la taxe d'atterrissage. Ouais. Pour faire venir. C'est pas bête. Mais bon. Bon, là, de toute façon, il est prévu l'établissement d'une taxe? Oui. Ouais. Oui, parce que je vais en avoir besoin. Donc en fait, il y aura une redevance d'atterrissage qui sera très modérée pour les pilotes basés, et puis une redevance d'atterrissage pour les extérieurs. Je sais que c'est pas très vendeur ce que je suis en train de dire, mais d'un autre côté, j'ai besoin de mettre du carburant dans mon tracteur pour tourner les pistes, j'ai besoin de... Et donc c'est des redevances d'atterrissage pour un terrain comme Courbessac qui vont être aux alentours des 5-6 euros la redevance. On va pas mettre des redevances à 25 euros, quoi, mais oui, j'en ai besoin. Je peux plus faire autrement, malheureusement. Et avec le parking, ou le parking, ce sera des options entre guillemets en plus? Non, il y aura le parking sera gratuit. Oui, d'accord. Donc c'est bien sûr. Peut-on connaître les tarifs justement? Ben voilà, c'est fait. On les a indiqués. Ok. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, allez-y, posez-les. Là, on les met de côté et puis on débat au fur et à mesure. Alors, on parlait tout à l'heure des riverains, des gens qui sont contents, des mécontents. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à Tallard, par exemple, d'avoir le sitting de quelqu'un qui vient parce qu'il n'est pas content, parce qu'il y a eu tel créneau, ou parce qu'il y a une maison, il y a trop d'avions qui passent au-dessus, ou ce genre de choses? Bien sûr. Ouais. Alors, je vais même vous raconter une anecdote. Parce qu'elle était rigolote. Donc il y a un rond-point qui est à l'entrée du site de l'aérodrome de Tallard, et on a eu une manifestation qu'on appelait les anti-tout, parce qu'ils sont anti-aviation, ils sont anti-moto, anti-tout ce qui consomme du carburant ou peut faire du bruit, ou bon bref. Ce qui respire de l'air. Mais ils viennent contre les stations de ski parce que c'est pareil, ça pollue. Ceci étant dit,
de temps en temps, ils n'ont pas tort. Hein. On a trop de canons à neige, c'est un autre débat, mais je peux comprendre. Mais bref. Donc, on avait ces gens qui étaient autour du rond-point en train de manifester. Ils n'étaient pas rentrés sur l'aérodrome pour autant. Et puis, il y avait les anti-tout. Les anti-tout. Les anti-manifestations. Les anti-manifestants qui tournaient autour du même rond-point en poursuivant les anti-tout. Donc ils avaient chacun leur panneau et ça se tournait comme ça, c'était rigolo. Mais oui, bien sûr, ça arrive des banderoles, on en a eu d'accrocher. Alors après, parfois, c'est très ciblé sur une activité. On parlait du Parade tout à l'heure, effectivement. Talard, c'est le plus gros centre de France. Il y a 100 000 sauts, je crois, ou 80 ou 100 000 sauts par an. À une époque, il y avait 3 Pilatus qui tournaient, un Twin tous les jours de février à novembre. Il y a des gens qui ont pété les plombs, quoi. Ouais. Mais et parfois, c'était difficilement défendable. Donc là aussi, mon boulot, c'était de trouver des trajectoires. Donc moi, on a étudié de nouvelles trajectoires de montée ou de descente pour essayer de minimiser le bruit, mais on ne peut pas leur donner un cap unique parce qu'il y en a forcément un que ça va enquiquiner. Ah bah oui, c'est ça. Donc il fallait alterner, trouver des solutions, monter doucement, monter plus haut, etc. Et même moi d'ailleurs, j'ai changé ma façon de piloter. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu après le décollage, je faisais un long palier où je montais doucement, ça servait à rien d'être à fond de gaz à partir du moment où j'étais en sécurité. Et puis quand j'avais envie de monter vite, je le faisais plus loin. Parce que c'est vrai que dans les vallées, ça résonne. Ouais. Et je voulais plus comme ce qu'on m'a enseigné au début et ce que la pratique, une fois que j'ai été directeur, où j'avais des coups de téléphone réguliers, je voulais plus de la même façon. Et j'en faisais la promo aux gens autour de moi. Et notamment aux locaux, parce qu'après, c'est pareil, toucher les extérieurs, c'est difficile. Ouais. Faire des procédures anti-bruit, c'est bien. De faire des... Moi, j'aimerais bien d'ailleurs, et je pense que je le ferai, enfin c'est pas je pense, je le ferai sur Courbesac quand j'aurai un peu plus le temps et les connaissances du terrain, c'est de faire des petites vidéos, des tutoriels. Des tutoriels surtout. Mais je me suis dit pourquoi je ne ferais pas un petit tutoriel de 50 secondes, 1 minute, sur comment je viens poser à Talard, en rentrant par Echo ou en rentrant par Sierra. Comment je viens poser à Courbesac en faisant un tour de piste en 36 Alors en fait on avait même commencé à s'amuser à ça, où moi je faisais l'élève et il y avait un pilote qui faisait l'instructeur. Et moi donc je faisais un peu le benet. Et puis on me disait, mais Thibaut, t'as vu là, t'es en train de survoler Marguerite, tu sais que c'est interdit, la carte va... Ah oui, pardon. Et donc on avait fait des tests comme ça et ça rendait pas mal et il faudrait que je le mette en place parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ça aussi. Parce que la carte vague, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, parfois... c'est un peu lourd, d'ailleurs les gens les lisent de moins en moins. Et puis il faut aller chercher des infos sur ce qui est écrit, qui n'est pas forcément reporté sur le côté schéma. Les gens qui lisent pas d'ailleurs l'aviation civile a mis en place les cartes cash. Je ne sais pas si vous connaissez ça, et ça c'est vachement bien aussi. En fait c'est une carte VAC où vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus en mettant des photos, donc c'est beaucoup plus... c'est interactif. C'est beaucoup plus interactif. C'est plus ludique, chercher le terme, que la carte VAC qui parfois est un peu fastidieuse. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour... Alors je parle pas pour les pilotes confirmés, mais pour les pilotes qui ont ou qui volent pas très souvent, ou qui ont un petit niveau. Moi, je peux en faire partie aussi. J'ai pas des milliers d'heures de vol, et de temps en temps. Alors moi, la carte VAC, je peux vous dire que je la lis. Je la lis, je la relis, je prépare mon vol, mais tout le monde le fait pas. Bon, je suis pas exceptionnel. Moi, je veux pas vous non plus. Je suis pas non plus de l'école à faciliter les choses. Il faut juste dire aux gens de faire les choses. Quand vous lisez une carte VAC, mais vous n'avez pas un gros niveau, donc vous avez plein de trucs dans la tête. Déjà, vous avez traversé des zones et vous êtes un peu fatigué. Vous vous remémorez ce que vous avez appris de la carte VAC. C'est vite fait de mélanger le nord et le sud, je peux le comprendre, même si aujourd'hui la tablette, je dois reconnaître que ça arrange bien les choses. Ça simplifie, mais il faut pouvoir aussi raisonner si on l'a pas. Exact. Moi, je me mets dans la peau d'un élève en fait. Mais d'ailleurs, vous connaissez ça mieux que moi. Il y a les instructeurs qui sont là pour expliquer, etc. Moi, quand je vois que tu es des instructeurs envoyer des élèves en limite premier vol solo à Talard, je les aurais bien rencontrés, ceux-là. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que même vous avez le niveau de voler seul, il n'y a plus d'instructeur, vous lisez une carte VAC, vous avez le sentiment de l'avoir bien étudiée, de la connaître, puis quand vous arrivez sur zone, vous êtes là à dire merde, je ne reconnais pas la carte VAC, non. Alors que si vous avez vu les images avant, des images filmées, vidéo, ça peut être plus facile pour certains. Bien sûr. Je le reconnais. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un terrain, pourtant j'ai étudié la carte VAC, mais je ne reconnaissais pas. C'est après.
Une fois que je suis dessus, ah oui, ok. Ah, puis après ça revient quoi. Oui, ça revient. Mais voilà, Ouais. c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Mais si j'avais étudié avant quand même. Et puis il faut Donc, se faire une image pas- 2D en 3D. Ouais. Voilà. Donc ça demande un certain apprentissage, un travail. Alors, moi j'étais méchant parce que mes élèves, j'allais sur les terrains à piste croisée. Et ils étaient perdus, tu sais, la verticale, ils étaient perdus. Oh. Tu les mettais pas C'est dans- dur, hein, c'est dur, piste croisée, tu fais la verticale, intégration sur Phil, piste merci croisée. pour vos ça, c'est réponses, dur. bonne continuation. Salut Matt GZD, à bientôt. Et salut Julo aussi. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Thibaut qui est là? Si oui, allez-y, notez-les dans le chat. Voilà, on parlait de carte vague justement d'aéronautique avec cette zone particulière, on parlait de la R8, puisque alors, si on resitue, il y a effectivement l'approche de Garon De au-dessus, Garon, voilà. mais il y a aussi les militaires le camp des Garrigues. qui tirent, parce qu'on les entend aussi tirer. C'est vrai que c'est un pas- obus dans l'aile d'un DR400, généralement, Ouais. c'est pas le DR400. Regardez dans le complément de carte aéronautique les différentes altitudes des zones du camp des Garrigues, ça monte très haut. Oui, ça veut dire qu'il Ça tire veut pas dire avec que- des carabines à plomb. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des déviations d'obus Exact. Mais ça aussi, ça fait partie de. qui de- montent en altitude, quoi. Donc il faut bien. Travail Tu as d'un gestionnaire. rencontré justement les militaires Alors, à ce pas niveau-là tous. Non, pas, non, Pas eux, encore pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder, mais pas encore. Et peut-être que d'ailleurs, la carte VAC, sans doute, on la ferait évoluer sur certains points. Ça fait partie aussi du job d'un gestionnaire d'aérodrome. Donc, de la comprendre et parfois de la faire évoluer. Il y a eu des évolutions il n'y a pas Bien si sûr, longtemps. absolument. Parce qu'il y avait Ouais. le point Sierra Novembre qui était au nord du terrain, qui a été changé d'ailleurs, enfin qui a même été supprimé. ouais. Et maintenant il y a donc le nouveau point qui est, pour simplifier, celui qui est vers le pont du Gard, quoi, C'est pas ça, très loin. exactement. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est intéressant de réfléchir à. Alors parfois, on n'a pas le choix, et puis Ouais. parfois, c'est pour des problèmes de bruit ou j'en sais rien, moi, de zone, de trucs, de machin. Ouais. Et c'est intéressant de travailler là-dessus. Charlie Sierra Colias, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, Charlie Sierra. Ok. Et puis c'est vrai que aussi de temps en temps on voit passer Garon, mais on voit aussi passer d'autres avions. Je pense aux ravitailleurs qui vont sur Istres parfois, où ils passent pas très loin, là au-dessus. Donc, alors c'est pas les axes d'approche finaux de Istres, mais en tout cas on les voit passer. Donc effectivement il y a du trafic au-dessus. Et il y a Montpellier. Et à Montpellier aussi, ouais. Donc il Ouais, faut aussi discuter avec les gens de Alors, Montpellier. ils sont moins gênants quand même. Alors moi, je vais botter un peu en touche parce qu'il va falloir que je vole un peu ici. Ça n'a pas été le cas encore. Donc je manque d'expérience sur Courbessac. Je pense que Montpellier est beaucoup moins gênante que ne pourrait l'être Garon, effectivement. Alors là, encore une fois, je me mets dans la peau d'un pilote qui n'a pas un gros niveau, parce qu'après, c'est pas très compliqué de se mettre en radio avec Garon, mais c'est vrai que c'est pareil. Moi, la première fois que je suis venu à Nîmes, sans savoir que j'allais y bosser d'ailleurs, c'est vrai que vous arrivez, il faut dans un temps assez réduit, écouter la tisse de Garon. Après, vous vous mettez avec Garon, puis vous switchez sur la fréquence du terrain de Courbessac. Donc, quand vous Ça n'avez va pas, ah oui, ça va vite. Ouais, Ça- pour un jeune, c'est pas évident. Donc, c'est pas facile. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Et sachant en plus que les limites sont vraiment pas très loin. On est en haut, latéralement, ça va. Ou de ne pas faire les 1000 pieds de la R8. Ouais. Si vous n'êtes pas vigilant, vous êtes vite dedans. Ouais. Donc, et surtout avec des machines modernes qui grimpent aux arbres. Là. Les vols très basse altitude de l'armée de l'air au-dessus du Gardon, nous dit aussi Free Flight. Oui, il y en a. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Allez-y. Faut pas hésiter. Vous les posez dans le chat et on les reporte en temps réel. Allez-y. Donc on a parlé de la piste, on a parlé des plaques Des PSP PSP. Ouais. PSP. PSP, ouais, je sais plus ce que ça veut dire, mais oui, Ouais, c'est des plaques comme ça. Mais Ouais, ça avec c'est des uniquement trous, pour la là, piste ou c'est aussi pour les taxiways? Non, je vais faire les taxiways aussi. Ah, et les taxiways aussi, ouais. Ouais. Taxiway plus piste. Ok. Donc ça me fait pas mal de. Genre, je crois que j'ai 68 000 m² ou un truc comme ça de mémoire là, sur ce que j'ai calculé là. Alors, ça ça me rappelle une question que je voulais poser avant. Et du coup, comment ça se passe avec les politiques? Parce que eux, quelque part, ils ont tout intérêt à ce que la plateforme se développe, à ce qu'il y ait du tourisme aérien qui se mette en place, l'ouverture du restaurant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à négocier avec eux? C'est. En fait, c'est dans la façon de fonctionner sur Nîmes, déjà, c'est écoutez,
En fait, justement, dans le politique, le Nîmes-Courbessac appartient à la mairie. La mairie, elle n'est pas capable, elle ne sait pas gérer un terrain comme ça. Elle l'avait laissé à l'association jusqu'à il y a quelques mois. Et puis, après, de le mettre en délégation de service public à une vraie structure, en disant, en fait, en 2 mots, nous, on ne veut pas en entendre parler. Ah oui. En fait. On veut même, et surtout, le challenge du truc, c'est développer, parce qu'on est intéressé pour le développer, sinon on pourrait mettre du photovoltaïque partout aussi. Ah hein. ouais. Ça serait bien plus rentable que l'aéronautique. Donc c'est bien que la mairie de Nîmes soit active de ce côté-là en disant on vous laisse le terrain, faites-en quelque chose de propre. Maintenant, alors ils nous donnent quand même 80 000 € par an, je crois, ce qui est pas mal. C'est pas énorme non plus quand on annonce des tarifs de piste à 800 000 €. Je vais pas loin avec 80 000, mais c'est déjà bien. Pour la payer. Ah ouais. Et puis il n'y a pas que ça. Oui. Mais effectivement, je trouve ça déjà ultra positif de la part de la mairie. On ne peut pas en demander plus à l'heure actuelle compte tenu des problématiques que pose l'aéronautique aujourd'hui. Ça va changer. Moi, je suis convaincu que ça va changer. On est un peu dans le creux de la vague. Ça repartira dans 2 ans, 3 ans, je sais pas, peut-être dans 6 mois. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Le carburant coûte une fortune. À quoi fonctionneront nos avions dans 5, 6, 10 ans, j'en sais rien. Mais je pense que ça repartira. Il y a un petit creux, un petit moment de mou. C'est mais dans tout, partout. Voilà. C'est pas que l'aéronautique d'ailleurs. C'est sûr. Mais non, politiquement, on est plus aidé là-dessus. Mais c'est pas Nîmes, hein, c'est national. Non, c'est partout. Ouais. Ah ouais. Donc je serais plutôt à féliciter Nîmes pour l'aide apportée aujourd'hui. Ouais. Okay. C'est d'être un petit peu plus défendu quand même. Ce serait bien ça. Il n'est pas vraiment défendu en fait. Oui. Par rapport à d'autres pays aéronautiques, l'aviation développée, on n'est pas trop défendu. Oui, mais c'est peut-être effectivement, c'est temporaire, c'est à l'heure actuelle parce que justement, c'est pas politiquement correct d'utiliser des carburants. Et peut-être que demain, on devient leader aussi, hein, on fait ce qu'il faut aussi pour aller dans le bon sens. Hein. Mais donc, ça peut pas se faire en un claquement. C'est ça. On parlait du Pilatus qui largue les parachutistes. Si on remettait à tout à l'heure les Pilatus dans les années 80 qui étaient en tripale moteur piston, il y aurait des drames. Les oreilles comme ça, donc il y a quand même des évolutions. Et pour les parents, on pourrait pas mettre un treuil comme pour les planeurs. Hein. Ah oui, une catapulte. Une catapulte. Il y aurait les anti-Pilatus qui viendraient tourner dans l'autre sens du coup. Et bonsoir le Luxo qui vient d'arriver. Alors il y a encore 2 petites questions avant de tourner la remise de gaz. La remise de gaz. Et très bonne question d'Aviateur 59. Vous gérez seul l'aérodrome ou vous avez une équipe avec vous? Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est une excellente question. Alors déjà tu tombes, donc on dirait que tu es tout seul finalement. À Tallard, j'avais une équipe avec moi parce que l'aérodrome déjà est beaucoup plus gros. J'avais une tour, donc j'avais 4 agents à la tour, j'avais une secrétaire à l'accueil, plus 2 personnes à l'entretien. Là, sur Courbessac, eh bien, je suis seul. Alors, j'ai quand même une personne qui vient me donner un coup de main pour l'entretien 2 jours par semaine. Mais ça, c'est la première année. On met le pied dedans, il faut aller petit à petit. Et puis, je ne peux pas dire aujourd'hui aux gens, écoutez, voilà, allez, la taxe, la redevance d'atterrissage, ça va être 25 €, et puis il n'y a rien en face. Donc, et d'ailleurs, c'est pas le but de l'amener à 25 €, même dans 5 ou 10 ans. Mais il faut y aller progressivement. Donc, il faut arriver et puis voir ce qu'il y a à faire. Exactement. Alors c'est un peu angoissant parfois. C'est rigolo aussi de passer de l'un à l'autre. Mais là, effectivement, c'est un peu même humainement. Alors les pilotes sont sympas. Donc je suis pas seul. Et puis j'ai des coups de main des pilotes aussi. Ça c'est bien. J'ai le tracteur qui a pété, une lame qui a pété. J'ai un des pilotes qui m'a dit viens, on va acheter un truc là en métal, un méplat, et je vais te le ressouder derrière. Il me l'a ressoudé. En 2 heures, c'était fait. Donc j'ai ce coup de main là. C'est précieux. C'est quand même génial. Mais il faut se faire accepter pour ça. C'est ça. Donc, et bon, pour le moment, ça va. Bon, ça va. Alors, très bien. Il ne faut pas être vu par celui, le nouveau directeur d'aérodrome. Ça y est, il va encore nous dire comment il faut faire et tout. Il y a forcément un peu de ça, mais c'est normal. Vous arrivez pas. D'abord, je suis pas connu. Alors certes,
Finalement, le gros travail sur un poste comme ça, finalement, c'est les relations humaines entre les différents. C'est le mot. Entre les différents clubs aussi. C'est pour ça que j'ai acheté des bières. Entre les différents clubs. Ah bah oui, c'est une monnaie d'échange. Ça aussi, c'est un moyen de négociation. C'est de faire rencontrer les gens, faire une soirée, rencontrer l'aéroclub de ceci, l'aéroclub de cela, les parents, puis faire un gros repas ensemble. J'ai organisé il y a 2 mois, le premier apérodrome de Courbesac. Ah bah voilà, donc ça va être ma marque de fabrique, et donc il y aura le 2e apérodrome bientôt, puis ça va plaire à MLN 208. Voilà. Ça, a priori. Hein. Et d'ailleurs, il avait une question à MLN 208, il dit la taxe environ 5 €, mais pour une nuit, c'est combien? Bah en fait, c'est le même prix. C'est pour une nuit d'atterrissage, donc c'est pour atterrir. Pour passer une nuit, ça sera sans doute le même tarif. Okay. Voilà. Après, dans la journée, si vous posez le matin et que vous repartez le soir, il n'y aura pas de frais de parking. En revanche, s'il y a une nuit de passé, il y aura sans doute, surtout s'il y a un abri photovoltaïque, mais ça devrait être pareil, dans les 5 €. Quoi. Ouais, voilà, donc il faut qu'on compte une dizaine d'euros pour... donc quelqu'un qui viendrait passer une nuit, ça lui coûterait une dizaine d'euros. Ouais, effectivement. Okay. Voilà. Bon, ben, on espère avoir répondu à MLN 208. Ok, cool. Bah voilà. Il va venir. Ok. Ouais, non, je disais donc relations humaines, hein, très important entre les différents. Et les bières. Surtout les différentes activités, c'est ça qui est peut-être dur à gérer. C'est 50% de relationnel, et je suis toujours un petit peu déçu. Je dis ça. Bon, je vais en vexer certains, mais c'est pas grave. On a plutôt une moyenne d'âge de pilote élevé. Ouais. Il faudrait d'ailleurs un petit peu de jeunesse. C'est pour ça qu'il faut ouvrir nos terrains. Et je suis toujours un petit peu déçu d'avoir des pilotes qui disent oui, mais à côté ils font de l'ULM, les ULM pas beaux, ou les ulmistes qui n'aiment pas les pilotes d'avion, ou même entre ulmistes, le pilote de 3 actes qui n'aime pas l'autogire ou je sais pas quoi. Et j'ai envie de leur dire, mais vous devriez quand même avoir la sagesse de vos artères. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas, quoi. On vit tous la même chose, peu importe qu'on soit dans un hélico, dans un autogire, dans un paramoteur. Mais en plus, il y a une réglementation. Si tout le monde respecte ça, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais tout se passe bien. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est toujours ces petits conflits parfois entre différentes activités aéronautiques. Moi, j'aime pas les paras parce que ceci. Moi, j'aime pas cela parce que je ne sais quoi. Et je trouve, mais ça, on le rencontre sur tous les terrains. C'est pas Courbesac. Hein, tout à l'heure, c'était pareil. Et du coup, mes apérodromes, moi, j'aimerais bien justement essayer que ce soit quelque chose qui fédère. Bah oui. Et puis en plus, je vais être vulgaire, mais on en chie assez comme ça aujourd'hui. Mais en plus, il y a de la mésentente sur le terrain, c'est pas la peine. Quoi, mais... Exactement. Donc, apérodrome, il va y avoir des dates qui vont être... Après, je voudrais que ça soit récurrent, en fait, pareil, sur 6 mois de l'année, ça sera un truc qui s'entretient. Ouais, exactement. Il y en a qui font des aéros petits-déj. Oui. Où ils font des réservations et ils se déplacent, sympa, ils se posent et ils viennent de partout et voilà, ils prévoient juste avant le nombre de chocolatines ou de pain au chocolat en fonction d'où vous venez. Faire des coins pique-nique. Après les apérodromes, on est obligé de dormir sur place. Ça, c'est le problème. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui. Voilà. Un peu comme on avait été chez Train. Il y a Free Flight qui dit moi, ce qui me gêne, c'est le gars qui se promène en tracteur sur la piste. J'ai fait un vol en ULM pour la première fois la semaine dernière et franchement, j'ai apprécié un Nevector et en plus, c'est avec un pilote automatique. Bravo. Pilote automatique sur un ULM. Bah oui, normal. Hein. Miniaturisation, tout évolue. Très bien. Ok, écoutez, il est 19h49 UTC. Ouais. On va tourner la dernière page de l'émission, à savoir la foire aux questions remise de gaz. Si vous avez encore des questions à poser à Thibaut qui est là avec nous, n'hésitez pas à le faire. Et la foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite. La foire aux questions remise de gaz du jour de cette émission du 12 juillet avec Thibaut qui est avec nous. On a parlé de plein de choses, du métier et des responsabilités liées à la direction d'un aérodrome. Là, tu viens d'arriver à Courbesac. Je ne voudrais pas engendrer une polémique ou quoi que ce soit, mais comment tu as trouvé l'endroit, c'est-à-dire, pas physiquement, mais je veux dire les clubs, est-ce que tu as constaté que les clubs ils étaient chacun de leur côté il y a toujours des petites animosités les uns envers les autres, mais il y a plutôt une bonne ambiance. Heureusement d'ailleurs. Ah non, en majorité il y a une bonne ambiance. Après, c'est de l'humain.
Ouais, après ce sera à toi à regrouper tout le monde sous la même passion. Exactement, et puis, mais pas plus à Courbesac qu'ailleurs en fait. Ouais. Et j'ai été accueilli, là honnêtement, je peux remercier les pilotes locaux parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Moi je m'étais donné 1 an pour me faire accepter. A priori, ça aura pris 4 mois. Ça, quoi. Bon, ça va. Bah, avec la zone aéro, on va réduire de 6 mois encore, comme ça. Ouais, voilà. Non, et puis en plus, ça a été très compliqué parce que on a repris, il y a une vingtaine de hangars sous autorisation d'occupation temporaire, ce qu'on appelle des AOT. Et la première décision politique que je prends, c'est les gars, on va augmenter les tarifs, quoi. Donc, voilà, donc vous n'êtes pas connu, ça fait 1 mois que vous êtes sur le terrain et première réunion après l'apérodrome, on va augmenter les tarifs. Bon, bah, malgré tout, ils l'ont compris, j'aurais pu me faire jeter, mais je le fais pas moi pour m'enrichir, c'est justement mais pour après, pouvoir... pour pouvoir investir et développer. Ce que eux doivent voir en toi aussi, c'est peut-être aussi le moyen à l'aérodrome de survivre, parce que quand on voit tous les aérodromes qui ferment, c'est ce qu'on autour disait tout à l'heure. t'es là pour ça, pour faire survivre en fait. C'est pour ça que je suis pressé. Bah moi, voilà. alors je sais pas si c'est vrai, mais on a un hangar dans lequel on a des avions de particuliers qui sont dedans, qui portent le nom d'un hangar Lobé. C'est un ancien pilote qui était très connu sur Courbesac, D'accord. et qui est décédé aujourd'hui tristement, mais de vieillesse. Et il semblerait que son hangar soit un hangar Eiffel. Ah, d'accord, donc ça peut être. Donc, aussi, oui, c'est ce que disait tout à l'heure Eric dans le chat. J'ai passé le truc hangar Eiffel et puis il parlait de menhir aussi. Oui, effectivement. Un monument historique, quoi, mais tout à fait. J'aimerais bien le faire classer parce que du coup, en fait, si on mène des actions comme ça, déjà, on ne pourra plus déclasser l'aérodrome. Ça sera beaucoup plus compliqué. Et puis c'est intéressant. En plus, il faut être malin. On disait tout à l'heure, il faut être malin. C'est une tactique qui il y a va dans le bon quelques sens, années, c'est le bien. terrain était menacé. Oui. En fait, il l'est tout le temps. Là, il l'est moins. Absolu. Alors nous, on a une délégation de service public de 15 ans. Donc on est tranquille pendant 15 ans. Ouais. Mais ça passe vite, Normalement, parce qu'on est effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une élection municipale où ça vrille complètement. Ça, je peux pas le savoir. C'est pour ça que je suis pressé d'amener du positif sur ce terrain aussi pour le préserver, parce que je le trouve super sympa. Oui, c'est un terrain où il fait bon globalement. Voilà. Natabouille, moi je sais où est ce fameux menhir. Et Free Flight, ah bah oui, Free Flight qui a dû emmener Natabouille voir le menhir. C'est pas impossible. Il est au nord-est du terrain, effectivement. Ok. Ça marche. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, ce qui serait peut-être sympa, il faudrait voir ça peut-être pour l'année prochaine, c'est de faire une émission de la zone aéro, un rassemblement de la zone aéro à Courbesac. Ça pourrait être carrément sympa, ça. Avec une émission en direct, on fait venir des pilotes, comme ça, on aura vu l'évolution, parce qu'il y aura changé. Conférences, petits repas, et tout. Ça peut être bien. À réfléchir. Voilà, cool. Vous viendriez. Est-ce qu'on ferait une aérozone IRL très bonne idée. Un apéro aérozone. Voilà, un apérozone. Mais pourquoi pas. Bienvenue dans la zone apéro. Pour un week-end, avec un event et tout. On peut en parler à Fred. Fred de C'est pas sorcier, voilà. Bon, on va y réfléchir. D'autant plus que j'ai eu Sabine Quindou comme. Celle qui fait la petite. Ah non, Sabine Quindou, c'est celle qui présentait avec nous. C'était mon élève en parapente. D'accord. Sans blague. Et ben voilà, il faudrait qu'on puisse. Donc on pourrait même la faire venir. Je suis sûr qu'elle viendra avec plaisir. T'imagines toute l'équipe de C'est pas sorcier. Moi j'ai vu Fred il y a 15 jours, donc et il était chaud. Donc il y a moyen. Après il reste jamais. Mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Ah bah voilà, c'est un défi qu'on met là. On les fait venir. Allez. Mais non. Mais non. Ah bah pariez pas avec nous les amis, parce que vous savez que généralement on va au bout. De quoi il faut qu'on parle? Alors déjà, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous le rappelle, n'hésitez pas à faire comme ce qu'a fait Free Flight en début de live. Vous prenez un sub, ça coûte 2 cafés. Pour 30 jours, c'est pas le bout du monde. Et nous, ça nous permet de faire évoluer le matériel, parce que là, mine de rien, vous le voyez pas, mais le matériel, il évolue petit à petit. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, c'est gratuit. Vous faites les Robins des Bois, vous voyez Jeff Bezos, en fait, vous prenez l'argent de Jeff Bezos, vous le donnez à nous. C'est bien, hein?
Franchement, vous faites une bonne action. Donc, si vous êtes Amazon Prime, vous cliquez sur la petite procédure qui s'affiche ici. Voilà, dans le chat, et comme ça vous vous abonnez gratuitement pendant 30 jours, et nous ça nous soutient, et vous n'avez pas de pub, donc ça c'est quand même super On va top. faire un coup de manche à air là. Ah ouais, bah s'il y en a un qui peut prendre un sub pour voir la manche à air là. Allez. pour Thibaut. Ah ouais. Non parce que moi j'ai trop chaud là. Allez, bah voilà, en plus c'est en face. Allez, un sub, Ça souffle, les amis. Le replay Twitch, donc ça sera dans quelques instants, enfin d'ici une dizaine de minutes, où on retrouvera cette émission pendant 14 jours en visualisation classique, voilà, et dans 15 jours sur YouTube. Le podcast, évidemment, toujours le podcast de la zone aéro. Bah, pour ceux qui veulent que le son, il y a aussi possibilité de le faire sur toutes les bonnes plateformes, Apple Music, Spotify, etc. Donc le podcast, et puis évidemment Twitter, où on continue pendant toute la semaine de partager des infos, partager les programmes. De même que sur le Discord, où je vous remets le lien également ici. Alors je ne sais pas si le lien c'est toujours le bon, mais de toute façon vous le trouverez aussi sur les profils, et là pour le coup il est à jour, avec toutes les rubriques habituelles et des photos de vol. Si vous êtes pilote, allez poster vos photos de vol sur le Discord, puisqu'on le partage. Il y a des pilotes de ligne aussi, et des pilotes de chasse aussi qui nous en postent, donc ça fait plaisir. Voilà. Dernière petite chose, c'est évidemment le programme. Hop, qu'on va retrouver. Alors ça c'était la dernière actu, mais c'est ici. Je vais pouvoir poster, alors oui, et les souvenirs du salon également. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais Fabien a posté tout un dossier de photos sur le Bourget. Donc vous pouvez revivre le Bourget selon MMG7F dans le Discord de la Zone Aéro. Allez y faire un tour, je vous le conseille. Moi j'ai été voir, il y a des photos qui sont très sympas. Ouais, on attend le sub. On attend le sub, ouais, les amis. Hein. Ouais, mais c'est quoi cette S'il y a le histoire sub, je remets Je suis en train de me lyophiliser sur Il n'y a place. pas de sub, je chante. Bon, vite fait, le programme, puisqu'on va attaquer donc les 2 dernières émissions de ce mois de juillet et donc avoir la trêve estivale. Des vidéos avec Jumpseat également, il y en a. Trajectoire de pilote, c'est la semaine prochaine, le 19 juillet prochain, 20h30, où nous aurons la chance de recevoir le lieutenant-colonel Clément. Alors ce sera en visio. Mais par contre, ça va être super intéressant de retracer son parcours, puisque pilote de Mirage 2000, aujourd'hui pilote de Rafale, en passant par la Patrouille de France, leader de la Patrouille de France en 2019, je crois. Donc on parlera un petit peu de tout ça avec lui, de sa passion, parce qu'il fait aussi d'aviation légère, et ça c'est important d'en parler aussi. Et évidemment on parlera du sujet principal, ça sera la fameuse Weapon School du CEAM qui a été montée à Mont-de-Marsan, donc le nouveau Top Gun de l'armée de l'air française sur Rafale. Top Gun en France. Il y a un équivalent de Alors Top c'est Gun comme pour former les aux avions. États-Unis, c'est à Miramar là. Eh ben il va nous le dire. Il va nous le dire. qu'on a C'est Miramar, la semaine dans le prochaine, sud aussi, là. le 19 juillet à 20h30 dans la zone aéro, donc soyez présents. Et enfin, le stream de clôture le 26 juillet prochain, 19h30. Retenez la date par contre, l'heure, hein, parce qu'on démarrera à 19h30. T'as vu, c'est pas Nico sur la photo. Non. J'ai tenu à le préciser quand même. Eh oui, Il fallait le faire. Donc c'est une libre antenne. On aura des invités qui vont se relayer pendant la soirée, qu'on a vu d'ailleurs pendant toute la saison. Et on fera un petit retour sur la saison passée avec ces invités à l'occasion de ce stream. Dans quel salon doit-on poster les photos? Souvenir de vol, MLN 208. Souvenir de vol, normalement c'est ouvert. Voilà, donc le 26, le stream d'à peu près 2 heures. Voilà. Thibaut pourrait fondre vers le 26. Oui, on aura ce qu'il faut. Donc voilà, le stream de clôture en direct. On trinquera avec vous à partir de 19h30 et on trinquera aussi sur Discord. On pourra faire un chin global avec les viewers, avec tout le monde. Et puis les invités se succéderont et on discutera ensemble jusqu'à un peu plus tard dans la soirée pour fêter ce dernier stream. Et ensuite on se retrouvera au mois de septembre. On a déjà des invités de prévus, mais on n'en parle pas tout de suite. Mais en tout cas, il y a des dates de posées. Voilà pour. Il n'y aura pas eu de sub. Bah non. Bon, tant pis. Vous me décevez, Batman. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut. C'était un grand plaisir. Très sympa, très sympa. Et puis c'est vrai que ça montre aussi à côté, il faut s'occuper aussi de l'aérodrome. Hein. Nous on est là, on décolle, on atterrit, et puis on range l'avion, puis après on se casse. Et on nettoie l'avion. On nettoie l'avion avant on se casse. Ouais. Mais derrière, Donc en tout cas, je suppose que s'il y a des gens qui ont des questions, tu es ouvert. Ils viennent quand ils veulent. Voilà.
Voilà, mon bureau est toujours ouvert. Bah Fred, tiens Fred, lui il pourrait venir de Bourgogne, venir se poser à Courbessac. Fred, de 120 petite par exemple. nave. Alors Fred, pour quand? Petite nave. Petite à nave Courbesac. à Courbessac. Voilà. Dieu fait déjà dodo, gars. Bonne soirée, les amis. Mais non, il va le dire. Il va le dire. Merci Seb, Nico et Thibaut. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous pour votre fidélité. Voilà, à programmer. Bon, bah on programme. Très vite. Merci à vous. Donc, comme je le disais, l'émission dans quelques instants visible en ligne en replay. Restez avec nous le temps du générique parce que, comme d'habitude, on va aller raider une chaîne. Laquelle on va voir, c'est la surprise dans quelques instants. Hop, voilà. Et puis, toc, voilà, il faut que je fasse ça et on va pouvoir lancer le raid. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 20h30, et d'ici là dans le Discord pour poursuivre les débats. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Merci à vous, les amis. Et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Restez le temps du générique et pendant le raid, envoyez des émotes d'avion sur la chaîne sur laquelle on arrive. Ça fait participer aussi, ça fait la promotion de la chaîne. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Allez, bye au bye. revoir. Merci. Ciao.